Très bien, donc nous allons démarrer. Bonjour à tous et à toutes. Je vous retrouve aujourd'hui pour vous présenter le bilan gaz de l'année 2023 et puis l'avancée, le développement de la transition gazière. Déjà peut-être, alors je me présente, moi je suis Sandrine Meunier, je suis directrice générale de GRT Gaz depuis le 25 janvier 2024, ce qui est relativement récent. Juste pour vous donner quelques éléments sur en tous les cas mon profil, je suis plutôt une spécialiste des infrastructures gazières et notamment des réseaux. J'ai eu plusieurs expériences dans ma carrière au niveau de Gaz de France, de GRDF ensuite de GRT Gaz bien entendu. Et puis, on peut dire, je suis aussi spécialiste des gaz renouvelables avec plusieurs emplois, notamment en tant que directrice de RICE, le centre de R&D de GRT Gaz. C'est un sujet sur lequel j'ai beaucoup travaillé également dans ma carrière. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter le bilan gaz. Je vais commencer par d'abord le contexte européen. Puis un bilan des consommations et des flux en 2023. Je ferai ensuite un focus sur le développement des gaz renouvelables pour terminer ensuite par les projets d'accompagnement de nos industriels pour décarboner l'industrie avec les projets H2 et CO2. Alors tout d'abord, on va commencer par le contexte européen 2023. Alors, ce qu'on peut dire, c'est qu'après une année 2022 qui a été marquée par une forte résilience du système gazier suite à la guerre en Ukraine et à la baisse drastique des importations de gaz, ainsi qu'une hausse et une volatilité des prix importantes, en 2023, le système gazier européen se consolide et s'adapte à la baisse des flux en provenance de Russie. Alors, ce que vous voyez sur le graphe, vous voyez ici l'évolution de l'approvisionnement européen en gaz, la comparaison entre l'année 2022 et l'année 2023. Donc, vous avez en bleu foncé l'approvisionnement en GNL. Et puis, vous avez ensuite on va dire en rose l'approvisionnement des pays de l'Est, notamment de la Russie. Ensuite, l'approvisionnement en mer du Nord. Et puis en bleu clair, l'approvisionnement d'Afrique du Nord, du Royaume-Uni et de la mer Caspienne. Voilà, donc on voit l'évolution entre 2022 et 2023. On constate, comme moi, vous le voyez, une tendance baissière avec une différence entre l'année 2023 et 2022 de moins 14% en termes d'approvisionnement européen de gaz. Cette baisse des approvisionnements, elle reflète plusieurs éléments. D'abord, une baisse de la demande en Europe, qui était de l'ordre de moins 7%, et puis un moindre besoin d'injection dans les stockages en 2023 par rapport à 2022, puisque les remplissages des stockages étaient très élevés durant l'année 2022 et 2023, l'hiver 2022-2023, ce qui fait qu'on avait même moins besoin d'injecter dans les stockages. Ce qu'on constate aussi, c'est que la part du GNL, vous le voyez dans l'approvisionnement européen, augmente en pourcentage. En revanche, est stable en termes de volume. Et ce qu'on constate très nettement, c'est que l'approvisionnement en gaz russe par gazoduc passe de 18% à 8%. Enfin, ce qu'on note également, c'est que le GNL qui arrive en France, en Europe, est livré à l'ouest de l'Europe. D'abord en France, pour 22%. La France est le premier importateur de GNL pour l'Europe. En Espagne, 19%. Aux Pays-Bas, 16%. Et à l'Italie pour 12%. Et bien sûr, ce gaz, on va le voir par la suite, transite également vers l'Est. Alors, ce que je n'ai pas dit au début, ce que je vous propose, c'est que je déroule la présentation et on fera ensuite une séance de questions-réponses pour pouvoir approfondir les points que vous souhaitez. Alors, un petit focus maintenant sur l'évolution des prix en Europe suite, bien sûr, aux événements de 2022. Ce qu'on peut dire en 2023, c'est qu'on observe une stabilisation des prix du gaz en Europe et un retour à des niveaux compétitifs d'avant-guerre. Vous voyez finalement sur le graphe qui est au milieu de la page, on a finalement, qui montre l'évolution des prix entre janvier 2021 et janvier 2024 avec, vous voyez, le petit point jaune qui correspond au début de la guerre en Ukraine. On voit effectivement que sur l'année 2023, on est revenu à un niveau plus stable en tous les cas et avec quelques fluctuations, quelques volatilités, mais beaucoup moins que sur l'année 2022.
Donc cette volatilité, elle était liée aussi aux événements et à l'actualité en Europe, avec notamment la rupture du Baltic-Connector, et en dehors d'Europe, avec aussi la guerre en Israël qui a un petit peu fait fluctuer la volatilité des prix au niveau du marché. Donc il y a également des prix en baisse globalement. Ce qu'on peut observer, c'est que les prix en baisse globalement sont sur toutes les places de marché européennes. On revient à des niveaux d'avant-guerre. Et ce qu'on remarque, c'est que les prix sont moins élevés sur la façade atlantique de l'Europe. La France, donc globalement, et vous le voyez, c'est la place du marché la moins chère d'Europe, ce qui montre la bonne structure de notre réseau, de nos installations, bonne structure d'approvisionnement et puis des infrastructures qui sont adaptées. Et enfin, si on se projette un petit peu dans l'avenir, les prix sont plutôt anticipés à la baisse par le marché à moyen terme, à un horizon de 2027, avec une moyenne qui est estimée à 27 € du mégawattheure, pour une moyenne qui était de l'ordre de 39-40 € du mégawattheure pour l'année 2023. Alors maintenant, nous allons passer finalement à la présentation du bilan des consommations et des flux en gaz au niveau de la France pour l'année 2023. Alors d'abord, faisons un petit focus sur la consommation de gaz en France. Ce que l'on constate, c'est que cette consommation de gaz, elle est en baisse de 11,4% par rapport à l'année 2022. On constate que cette baisse aussi est de 20% par rapport à l'année 2021. Donc on voit très bien avec le petit trait rose que vous voyez sur le schéma que on a eu vraiment un changement de comportement et une rupture tendancielle entre l'année 2021 et les années 2022 et 2023, où on observe quand même une baisse significative de la consommation en France. Vous voyez sur les différents pavés, en bleu, c'est la représentation de la consommation pour les distributions publiques, c'est-à-dire le résidentiel, le tertiaire et puis les petites industries. Donc en rose, finalement, les industriels qui sont raccordés au réseau de transport, et puis en orange, la production électrique centralisée. Je l'ai dit, une rupture tendancielle de la consommation à partir de 2021 qui reflète finalement un vrai changement de comportement des consommateurs avec probablement des actions qui ont été liées bien sûr à la sobriété. Il y a probablement aussi un effet prix qu'on observe. Et puis il y a aussi un impact du climat doux. Il faut savoir que 2023 est la deuxième année la plus douce depuis le début du XXe siècle après l'année 2022. On constate au niveau des consommations finales de gaz une baisse de moins 6,16%, avec à peu près moins 6,3% pour les distributions publiques. C'est la partie bleue que vous voyez dans le camembert, et la partie rose est de l'ordre de moins 7,2%. Oui. Ah, alors attendez. La baisse, en fait, au global, la baisse est de 11,4%. Voilà, au global. Et après, on a fait un focus sur les différents secteurs finalement de consommateurs de gaz. Vous voyez dans le petit camembert, au global, moins 11,4%, moins 6,3% de baisse pour la distribution publique, moins 40% pour la production électrique centralisée, je vais y revenir, et puis moins 7,2% pour la baisse de consommation des industriels. Et voilà, et finalement le troisième élément marquant, c'est que nous avons effectivement une moindre sollicitation de la production électrique centralisée à partir de gaz, après une année 2022 qui avait été exceptionnelle du fait d'une forte indisponibilité des centrales nucléaires. Et là, on a une baisse de 40%, c'est-à-dire qu'on revient à peu près au niveau, vous le voyez, de l'année 2021. Alors, si on fait un focus maintenant sur justement les différents secteurs de consommation en France, d'abord, commençons par la consommation des centrales électriques pour l'année 2023. Donc, je l'ai dit, on revient au niveau de 2021. L'année 2022 avait été une année exceptionnelle du fait d'une indisponibilité importante des centrales nucléaires et d'une faible production hydraulique. Donc en 2023, la consommation des centrales électriques au gaz atteint 36 TWh dans un contexte électrique qui est relativement détendu, c'est-à-dire qu'il y a un redressement partiel de la disponibilité nucléaire, une production électrique importante, notamment d'origine renouvelable, et puis une demande électrique à la baisse pour les mêmes actions de sobriété que nous avons constatées sur le gaz.
Donc finalement, si on fait le bilan, le gaz représente pour l'année 2023 environ 6% du mix électrique, là où le gaz avait représenté pour l'année 2022 10% du mix électrique. Et vous voyez finalement en bas de page, on a fait une petite comparaison entre la production nucléaire, donc en térawattheure, et la consommation des centrales à gaz, donc entre 2020 et 2023. Et on voit qu'il y a une corrélation assez directe entre le niveau de production nucléaire et le niveau de consommation des centrales à gaz, avec notamment voilà, l'année 2022 qui est relativement exceptionnelle par rapport aux autres années. Ce qui veut dire que le système gaz joue son rôle assurantiel de l'équilibre du système électrique au travers de la flexibilité qu'il offre. Donc voilà ce qu'on peut dire pour l'année 2023 concernant la consommation de gaz des centrales électriques. Concernant maintenant les consommations des distributions publiques, je l'ai dit, ça regroupe le résidentiel, le tertiaire et également les petites industries. Là, on a une baisse de consommation donc, qui est corrigée du climat de 6,5%. Donc vous voyez sur le graphe l'évolution de la consommation en prenant l'année de référence 2019 entre les années 2021, 2022 et 2023. Alors, ce qu'on peut dire déjà, c'est qu'entre l'année 2022 et 2023, disons qu'il n'y a pas d'effet du climat, puisque, je l'ai dit, les années 2022 et 2023 étaient les 2 années les plus chaudes depuis le début du XXe siècle. En revanche, là, quand on corrige la consommation du climat des distributions publiques pour l'année 2023, donc elle est en baisse de 6,5% par rapport à l'année 2022. Ça veut dire que, toutes choses étant égales par ailleurs, voilà, les comportements des clients a évolué au cours de l'année 2023 pour réduire leur consommation, donc des actions de sobriété, des actions probablement liées aussi pas pour les 23, mais donc probablement des actions de sobriété qui ont fait que la consommation donc, des distributions publiques est en baisse de 6,5%. Et on voit sur le graphe qui compare l'année 2021, 2022 et 2023 que premier semestre 2021, on était plutôt sur un bon niveau de consommation et puis que depuis mi-2021, on a quand même une baisse de la consommation. Sur la première partie, entre mi-2021 et mi-2022, c'est plutôt lié à des hausses de prix de marché du gros du gaz. Et puis sur la suite entre mi-2022 et puis fin 2023, vraiment lié bien sûr aux suites de la guerre en Ukraine avec les plans de sobriété du gouvernement et bien évidemment la charte Ecogaz qui a été mise en place par GRT Gaz dès l'automne 2022. Donc, je l'ai dit, donc les baisses de consommation, c'est bien sûr des efforts de sobriété, et puis avec la charte Ecogaz qui a été maintenue d'ailleurs tout le long de l'année 2023. Alors, concernant maintenant la consommation des clients industriels pour l'année 2023, donc ce sont les clients industriels qui sont raccordés au réseau de GRT Gaz. Donc, la baisse est de 7,4%. Alors, si on regarde le petit schéma que vous voyez sur le slide, on voit finalement, vous avez tous les secteurs finalement industriels qui sont représentés. On voit globalement que la majorité des secteurs sont en baisse et au global, donc cette baisse est de moins 7,4% par rapport à l'année 2022. Et on a également mis donc l'année 2021. Vous voyez que cette baisse, elle est vraiment aussi significative par rapport à l'année 2021 avec une baisse de moins 18,2% de la consommation industrielle entre 2021 et 2023. Donc la baisse, elle est sur la plupart des secteurs industriels, mais elle est différenciée, comme vous le voyez, en fonction des secteurs. Donc c'était difficile d'analyser les choses de façon très globale, mais en tous les cas, selon nous, il y a cette baisse, elle est l'effet conjugué de trois éléments principaux. D'abord, l'évolution de l'activité industrielle, puisque la plupart de ces secteurs sont soumis à la compétitivité internationale. Donc, ça peut expliquer aussi des fluctuations ou en tous les cas des aménagements en termes de production. Et puis ensuite, il y a tous les efforts autour de l'efficacité énergétique qui ont été initiés suite à la guerre en Ukraine. Et puis, probablement quelques substitutions entre énergies qu'on commence déjà à voir apparaître dans ces chiffres.
Voilà, et on voit notamment donc les seuls secteurs où il y a du positif, donc c'est le secteur divers, donc là ça concerne la mobilité sur lequel il y a eu des raccordements de stations GNV, ce qui permet d'augmenter la production. Et puis côté raffinage pétrochimie, voilà, c'est probablement les bas prix, les prix un peu plus bas en tous les cas du gaz qui ont permis à ce secteur d'augmenter sa production. Alors concernant maintenant les stockages, donc les stockages en 2023 sont à l'équilibre entre soutirage et injection. Vous voyez ici donc finalement l'évolution du niveau de stockage en France pour l'année 2023 entre le mois de janvier et le mois de décembre. Donc vous voyez que c'est un fonctionnement quand même assez traditionnel hein, qui reste en moyenne à peu près le même. Vous voyez donc la moyenne donc, entre 2017 et 2022, c'est le trait orange. Vous voyez en bleu finalement le trait vert qui représente l'année 2022. Et en rose, donc, le trait qui représente l'évolution du niveau des stockages en France pour l'année 2023. Alors, ce qu'on peut dire sur l'effet marquant, hein, c'est que le niveau de stockage était très haut, le niveau de déstockage était très haut au début de l'année 2023 par rapport à l'année 2022. Donc, c'était vraiment un moyen assurantiel de pouvoir faire face aussi au manque d'apport en gaz russe donc, pour la France. Donc, on a commencé à bien remplir les stockages en début d'année. Ensuite, vous voyez, donc vous connaissez maintenant, j'imagine, le fonctionnement des stockages en France, notamment des stockages aquifères. Donc, il y a un besoin de cyclage qui est nécessaire pour pouvoir faire respirer le stockage et maintenir ses bonnes performances. Et on voit que forcément, vu que les niveaux des stockages étaient plus hauts, le soutirage a été plus important en 2023 qu'en 2022, du fait de ce besoin de cyclage hein, qui reste permanent et qui est absolument nécessaire pour maintenir la performance des stockages aquifères. Ensuite, on voit qu'à partir d'avril 2023, donc on observe de nouveau un remplissage à la hausse des stockages et on a atteint donc 100% de remplissage des stockages donc, au 1er novembre 2023. Donc au global, donc, en 2023, on a un soutirage net nul avec 138 TWh donc, de gaz qui ont été soutirés des stockages et 137 TWh de gaz qui ont été injectés. Si on regarde donc maintenant les entrées de GNL, donc, les approvisionnements de gaz donc, en France, donc deux sources essentielles, par canalisation et par GNL. Ce qu'on peut dire en 2023, c'est que les entrées de GNL étaient majoritaires dans l'approvisionnement français en gaz naturel. Vous voyez l'évolution donc, entre l'année 2019 et 2023 sur le schéma. Donc, vous voyez en rose l'approvisionnement donc en GNL et en bleu l'entrée par canalisation. Donc pour l'année 2023, donc en termes d'approvisionnement du territoire français, donc on est à 533 TWh avec à peu près 60% donc des entrées qui sont des entrées GNL pour 315 TWh de GNL donc en France, soit 60% des approvisionnements et puis 40% environ d'approvisionnement par canalisation, par pipeline. Donc on voit que ce schéma d'importation, c'était à peu près les mêmes proportions en 2022. Donc on voit qu'il se consolide entre l'année 2022 et 2023, du fait aussi bien sûr de l'arrêt de l'import de gaz russe par pipe qui a été massive. Au global, néanmoins, ce qu'on constate aussi sur ce schéma, c'est que les entrées de GNL au global donc en France, elles baissent de 15% par rapport à l'année 2022, ce qui est lié bien sûr à la baisse des consommations, à la baisse des demandes aussi aux frontières donc, de la France et aussi d'un moindre besoin de remplissage des stockages puisqu'on était parti avec un niveau de stockage très haut en début d'année. On voit également qu'on a une baisse des importations par canalisation qui cette fois-ci est de l'ordre de moins 18% par rapport à l'année 2022. Bon, c'est pour les mêmes raisons, évidemment, avec en plus la fin des approvisionnements qui étaient bien sûr en provenance de la Russie.
À noter sur les approvisionnements donc, en GNL, donc on a 5 terminaux méthaniers donc, qui sont situés sur les côtes françaises, avec un nouveau terminal qui est le terminal flottant, donc dit le FSRU, voilà, qui a été mis en service en 2023, qui est basé donc, au Havre. Donc c'est un projet qui a été mis en service en pratiquement 18 mois hein, pour faire face à la crise russe, qui offre une puissance équivalente à 3 EPR, ce qui est relativement significatif, et qui, selon en tous les cas les informations que nous avons, a émis à peu près 5 TWh sur les 3 mois de service de l'année 2023. Enfin, donc, pour finir sur ce panorama du bilan gaz, je vous propose ici donc voilà, un petit bilan, une petite synthèse du transport de gaz donc, en France. Ce qu'on constate aussi sur le transport de gaz en France, c'est qu'au global, on a une baisse de 10% par rapport à l'année 2022. Alors, on va expliquer les petites flèches. Donc, vous avez donc, la flèche rose donc, qui représente l'approvisionnement en GNL. Vous avez donc en jaune les approvisionnements, donc les entrées sur le territoire, qui sont les entrées donc, par canalisation donc, nette. Hein, donc, sachant que par exemple pour l'Espagne, on a une bidirectionnalité, c'est-à-dire qu'il y a du gaz qui rentre et il y a du gaz qui sort. Donc au global, 23 TWh donc, ont été approvisionnés pour la France, 150 TWh qui vient de l'Europe du Nord. Vous avez donc en violet les sorties donc pipe, hein, les sorties, c'est-à-dire l'approvisionnement de gaz donc pour nos voisins européens, donc avec 23 TWh donc, pour la Belgique. Là également, on est en bidirectionnalité, donc du coup, on a fourni 37 TWh, pardon, ils nous ont apporté 37 TWh et on a approvisionné la Belgique de 60 TWh, donc 23 TWh en net. On a approvisionné l'Allemagne pour 9 TWh donc, dans l'année 2023. Et puis également l'Italie et l'Allemagne via la Suisse avec 80 TWh donc, qui ont transité par la France pour approvisionner les pays voisins. Au niveau des stockages, on l'a dit, le soutirage net dans les stockages est de l'ordre de 1 TWh hein, entre l'injection et le soutirage. On a eu également en 2023 donc, 9 TWh de production de biométhane, donc en évolution de plus 32%. Et concernant la consommation donc, nationale, on l'a dit tout à l'heure, hein, 380 TWh, c'est-à-dire qu'on est passé sous la barre des 400 TWh avec une baisse d'environ 1,4%. Alors globalement, avec ce panorama, ce qu'on constate, c'est qu'il y a à peu près 680 TWh de gaz qui ont été transportés, tous opérateurs confondus, c'est à peu près en baisse, je l'ai dit, de 10% par rapport à 2022. Avec les schémas et les flux que vous voyez ici, donc, la France confirme sa place de point d'entrée majeur donc, du GNL en France, avec 22% des imports européens en GNL, grâce notamment aux 5 terminaux, je l'ai dit, hein, du territoire français. On constate aussi que la France a maintenu un haut niveau de transit de gaz transporté vers les pays voisins, notamment l'Italie, la Belgique et l'Allemagne, avec au global 112 TWh de gaz qui ont transité vers les autres pays européens. Le réseau s'était adapté suite à la crise ukrainienne avec une bidirectionnalité qui a été mise en place à certains points d'interconnexion du réseau. Donc on a maintenu cette bidirectionnalité en 2023, voilà, ce qui permet de pouvoir voilà, faire rentrer et sortir du gaz, notamment en Belgique et en Espagne, avec voilà, les volumes que vous voyez ici et en net les chiffres qui sont dans les petites flèches. Globalement, ce qu'on peut dire, hein, c'est que voilà, la flexibilité et l'adaptabilité du réseau de GRT Gaz a été maintenue donc en 2023 et a permis, malgré le contexte, hein, quand même, de pouvoir être un acteur majeur du transit de gaz en Europe. Donc voilà ce que je pouvais vous dire en tous les cas sur la partie bilan gaz, donc la consommation et puis les différents flux donc, de transport de gaz donc, en France. Alors, je vous propose de passer maintenant sur l'autre partie de la présentation qui concerne, au-delà du bilan gaz, le développement des gaz renouvelables donc, en France, avec notamment des nouvelles mesures qui sont mises en place pour voilà, développer la place des gaz renouvelables dans le mix énergétique français.
Alors, concernant notamment le biométhane, alors on voit quand même que la dynamique de l'année 2023 reste très soutenue en 2023, voilà, malgré un contexte difficile, on va y revenir tout à l'heure. Alors, ce qu'on voit, c'est que on a à peu près 652 sites de méthanisation qui injectent dans les réseaux gaziers à fin de l'année 2023. On a 138 supplémentaires, dont 80 de ces sites qui sont raccordés au réseau de transport, donc au réseau de GRT Gaz, ce qui représente à peu près 20% de la capacité nationale. Les autres sont raccordés au réseau de distribution, comme vous le savez. Parmi ces sites, 560 sites sont des sites de méthanisation agricole. C'est très important pour nous puisque ces sites de méthanisation agricole apportent un complément de revenus important et stable aux exploitants en valorisant donc, principalement les déchets de leur exploitation dans une logique d'économie circulaire. Et ça, c'est un avantage important également de la méthanisation qui est très important pour nous. Au global, la capacité annuelle de production donc, de biométhane, elle a évolué par rapport à l'année 2022. Donc on atteint maintenant 11,8 TWh donc, de biométhane, avec un équivalent, si on fait des équivalents en termes de production, de 2 réacteurs nucléaires ou de 7 parcs éoliens offshore, ce qui commence à devenir quand même significatif pour la France. L'évolution est à peu près de 2,8 TWh par an pour l'année 2020, par rapport à l'année 2022 en termes de capacité de production. Les sites qui sont raccordés donc, au réseau ont produit plus de 9 TWh, donc 9 TWh de gaz renouvelable en France. Ça veut dire que, vous le voyez, en fait, l'évolution sur le petit diagramme de droite, on voit que par rapport à la cible qui avait été fixée dans la PPE, on a dépassé cette cible, et le biométhane est une des seules énergies renouvelables qui a dépassé ces objectifs. Et on est donc à 9 TWh, en tous les cas, de gaz renouvelable raccordé au réseau pour l'année 2023. Et donc, dans le pipe, dans les projets, on a 14,8 TWh d'unités de méthanisation en projet, qui sont actuellement, bien sûr, en développement. Et c'est très important pour nous parce que c'est une reprise de cette dynamique, de ces nouveaux projets, après 3 années difficiles. Alors, pourquoi ces années ont été difficiles? Finalement, si on regarde le diagramme de droite, vous avez ici, donc en bleu, finalement, la production en gigawattheure, les entrées du registre, les registres de gestion des capacités, donc par année d'entrée. Ce sont les projets qui rentrent dans le registre de gestion des capacités de biométhane. Vous avez finalement les évolutions depuis l'année 2015 jusqu'à l'année 2023. Alors on constate finalement 3 grandes périodes depuis 2015. Et puis vous avez finalement le trait orange là qui est finalement le cumulé en térawattheure, cette fois-ci des capacités de production. Ce qu'on voit, c'est que les capacités de production du biométhane, elles évoluent en cumulé bien sûr depuis l'année 2015 de façon constante. Il y a la première période, donc, qui est la flèche bleue, premier tarif de rachat en 2011, avec une progression très importante des capacités qui sont des projets finalement de biométhane et également de la capacité de production de ces biométhanes. Deuxième période, donc, avec une modification du tarif d'achat qui a eu lieu donc, en 2020. Donc avec une baisse du tarif d'achat, qui s'est traduit par une baisse du nombre de projets de biométhane finalement dans le registre. Ce qu'on voit dans les briques bleues. Néanmoins, on constate qu'il y a une baisse des projets qui sont rentrés dans le registre, mais on voit que finalement, en cumulé, on voit qu'on a continué à augmenter de façon importante la production de biométhane, parce que finalement, la mise en service des projets qui avaient été décidés donc, en 2018, 2019, 2020, sont mises en service dans les années 2021, 2022, 2023, ce qui veut dire qu'on est quand même sur une phase de progression. En revanche, vous voyez, donc on voit une baisse liée au tarif pour l'année 2021-2022. Cette baisse de tarif, forcément, elle va se concrétiser dans les années 2024-2026 par un creux de production de biométhane. Ensuite, donc, on a une nouvelle évolution du tarif d'achat en juin 2023 avec une réévaluation de ce tarif d'achat. Et on voit que, voilà, tout de suite, les projets rentrent de nouveau dans le pipe. Ce qui veut dire qu'au global, sur la capacité de production du biométhane, on aura probablement un creux entre 2024 et 2026 et un nouveau plateau et une augmentation de production de biométhane
au-delà de 2026, ce qui nous permettra, et nous on est très confiants, hein, d'atteindre l'objectif de 44 TWh qui a été indiqué dans la stratégie française énergie-climat qui est actuellement en cours de consultation et qui est une cible ambitieuse mais atteignable selon nous, qui est très importante pour la filière biométhane et la production de gaz renouvelable en France. Pour atteindre cet objectif, on aura besoin également de pouvoir soutenir les filières innovantes de production de gaz renouvelable, notamment la pyrogasification et la gasification hydrothermale, donc qui sont d'ailleurs mentionnés dans les documents de politique publique. Et on a maintenant 8 projets donc, qui sont dans le registre sur ces sujets de production innovante de gaz renouvelable. Et puis, on voit très bien, hein, cette filière, elle est très sensible aux politiques et aux outils réglementaires. Donc, pour accélérer et maintenir un bon niveau de production de biométhane, on a besoin que les outils réglementaires se mettent en place. On a besoin notamment d'accélérer sur la publication imminente des certificats de production de biogaz, hein, qui sont un dispositif qui va permettre de renforcer le financement des projets. Lancement prochain d'un appel à projet sur la pyrogasification que l'on soutient et que l'on attend donc impatiemment. Et puis on attend aussi pour le 15 février 2024, hein, c'était l'échéance de l'appel d'offres biométhane, on attend la déclaration des lauréats. Et bien sûr, ce qui est important pour nous aussi, hein, vous le voyez, vu l'impact que ça peut avoir, c'est la constance des tarifs d'achat du biométhane qui sont très importants aussi pour soutenir la filière. Alors, on a choisi également de faire un petit focus sur le bio-GNV, donc le GNV qui est produit à partir de biométhane. Donc, le bio-GNV est une alternative très importante au diesel pour décarboner le transport lourd. Et l'avantage du bio-GNV, c'est qu'il est disponible dès aujourd'hui. Et bien sûr, ce bio-GNV viendra en complément demain, hein, de la mobilité qui sera développée au niveau de l'électricité et de l'hydrogène pour les mobilités lourdes. En attendant, 2023, ça a été une année très positive pour le bio-GNV, avec, on va dire, une augmentation de plus de 20% de la plupart des indicateurs en 2023. Donc, des points d'avitaillement qui ont augmenté, des véhicules lourds en circulation. Vous voyez les chiffres dans les slides. Hein. Et puis, bien sûr, une augmentation de la consommation du GNV via les réseaux de gaz. La barre des 1000 bus RATP alimentés au biométhane a été dépassée donc, en 2023. Et puis, on voit que voilà, on a des personnes qui croient vraiment à cette filière avec un étoffement de la gamme de véhicules avec des nouveaux moteurs GNV voilà, qui sont fabriqués en 2023. Donc une vraie dynamique sur la filière GNV. Nous, bio-GNV, ce qu'on pense, c'est que il va falloir réussir à décarboner ce secteur qui est un émetteur important au niveau européen et qu'il faut jouer la carte de la complémentarité entre les différentes solutions. Donc le bio-GNV, c'est une solution qui est disponible maintenant et qui permet de décarboner le transport lourd. Demain, c'est une solution qui viendra, je l'ai dit, hein, être complétée par de la mobilité à l'électricité ou de la mobilité à l'hydrogène. Alors on est néanmoins particulièrement vigilant puisqu'il y a un nouveau règlement CO2 qui va venir de l'Europe sur les véhicules lourds qui n'est pour l'instant pas très favorable donc, à la dynamique du bio-GNV. Alors évidemment, ce nouveau règlement ne concerne que la période post-2030, mais néanmoins, on est particulièrement vigilant. Et avec les membres de la filière et les collectivités, on est particulièrement mobilisés pour faire évoluer le règlement au niveau européen en faveur d'un mix énergétique plus équilibré. Voilà, GRT Gaz, donc nous on est très favorable à la mixité des bouquets énergétiques pour pouvoir réussir à atteindre les objectifs de décarbonation, que ça concerne bien sûr le transport de gaz, mais aussi sur la mobilité. Alors, la dernière partie, ce sont donc les actions que nous menons pour pouvoir décarboner les industries. Donc, il y a des enjeux très très forts pour les industriels avec un objectif de réduction des émissions de gaz à effet de serre d'ici 2030 de 35% et de 81% d'ici 2050 par rapport à 2015. Alors nous, GRT Gaz, on soutient clairement nos clients industriels pour leur apporter des solutions pour décarboner leur industrie au niveau, dans les territoires, hein, vraiment avec une logique de pouvoir maintenir aussi notre tissu industriel en France et dans les territoires.
Donc GRT Gaz accompagne ses clients et a proposé des projets, donc 5 projets qui ont été lauréats de l'appel à projet ZIBAC, zone industrielle bas carbone, qui a été opéré par l'ADEME dans le cadre de France 2030, afin d'étudier la trajectoire des principaux hubs émetteurs, dont notamment Fos, Dunkerque et la vallée de la Seine. Alors, quels sont l'accompagnement, en tous les cas les accompagnements qu'on peut proposer à nos clients pour décarboner l'industrie? Donc 3 grands leviers. Le premier, c'est l'efficacité énergétique. Bien évidemment, avec notre dispositif EcoGaz qui a montré son efficacité. On a 33 clients industriels qui sont signataires de ce dispositif. Et puis, on accompagne également le développement de nouvelles technologies, avec notamment en cours un démonstrateur de chaudière qu'on appelle Choc, qui permet de réduire de 90% les émissions de CO2. On accompagne également les clients sur les changements de mix énergétique, de façon à pouvoir proposer d'autres types d'énergie, pas d'autres types d'énergie, pouvoir transporter, à raccorder en tous les cas et acheminer des énergies décarbonées pour nos clients industriels. Notamment avec le biométhane. Nous, on espère pouvoir développer, et on accompagne les industriels avec le Biomethane Purchase Agreement, qui est une façon de contractualiser directement entre les industriels et les producteurs de biométhane. C'est une façon pour les industriels de pouvoir accéder plus facilement au biométhane. Et puis également de développer les réseaux d'hydrogène. On va en parler juste après. Et puis le troisième volet, c'est également une façon de décarboner l'industrie en captant et en gérant finalement le CO2 fatal qui est émis dans certains process industriels. Et donc on travaille sur des projets pour développer des réseaux de CO2 pour utiliser et stocker les émissions résiduelles de CO2 captées. Donc 3 grands leviers pour accompagner la décarbonation de l'industrie. Alors, au global, si on fait un petit focus maintenant sur l'hydrogène, décarboner les bassins industriels passe par un accompagnement sur les infrastructures qu'on peut mettre en place et développer au niveau des bassins industriels pour pouvoir faciliter et raccorder les producteurs, les consommateurs d'hydrogène notamment. Et cet accompagnement, nous, on le voit dans les bassins industriels dans une première approche, et ensuite, il y aura une perspective de pouvoir raccorder ces potentiels, ces bassins industriels entre eux, de manière à faciliter l'équilibre et sécuriser aussi l'approvisionnement de l'hydrogène demain, et aussi de pouvoir accéder à certains stockages qui travaillent également pour pouvoir stocker l'hydrogène demain. C'est ce qu'on voit sur la carte que vous voyez à droite. On voit qu'on a différents projets qui sont des petits bouts finalement de réseau, où on intervient vraiment sur le bassin industriel. Et ensuite, on a des perspectives de développer des réseaux. Vous voyez notamment le réseau qui part de l'Espagne, qui passe par Fos et qui remonte par la vallée du Rhône, qu'on appelle Eifen, pour aller se raccorder en Allemagne. Donc là, on est sur le projet Barmar et H2Med, avec une vraie volonté de vouloir intégrer finalement et construire des réseaux qui vont créer un futur marché de l'hydrogène. Voilà pour les perspectives. Donc, je vais y revenir sur les projets. En tous les cas, ce qui est important pour nous, c'est que nous avons désormais une nouvelle stratégie hydrogène en France qui a ciblé le développement des réseaux comme une priorité, avec à peu près 500 km, un objectif de 500 km de réseau à un horizon 2030 pour raccorder les bassins entre eux et au stockage souterrain, et puis pour importer également de l'hydrogène. GRT Gaz développe des projets, je l'ai dit, au sein de ces bassins industriels. Donc ce sont des projets qui sont co-construits avec des partenaires et avec des industriels. Et donc il y a une très forte dynamique qui était déjà là en 2022, qu'on a poursuivie en 2023, et ces projets avancent bien. On a notamment lancé l'ingénierie de base sur le projet Inframed. C'est le projet qui connecte Fos à Manosque avec la possibilité de créer une infrastructure hydrogène qui va relier le réseau ou les industriels à un stockage. Le projet Dune également, qui est, vous voyez dans le nord de la France, avec une canalisation pour pouvoir apporter des solutions d'acheminement d'hydrogène, en tous les cas aux consommateurs et aux producteurs d'hydrogène dans la zone, et qui est connecté aussi avec la Belgique. Et là, on a lancé les ingénieries de base qui sont cofinancées par nos futurs clients et par les partenaires institutionnels.
On a lancé donc un open season donc sur le projet Rhine, qui est cette fois-ci, vous voyez, dans l'Est. Hein, pareil, c'est donc un projet de canalisation pour raccorder les industriels sur le bassin industriel. Donc voilà, il y a 23 industriels qui se sont déclarés intéressés. Et donc maintenant, on est légitime pour pouvoir lancer l'étude de faisabilité. Et puis le projet Mosaïque que vous voyez voilà, à l'est de la France, hein, qui va relier la région Grand Est donc, à la Sarre, donc, qui est un projet donc, qui est relativement bien avancé et pour lequel nous allons préparer la décision d'engagement pour pouvoir avancer sur ce projet Mosaïque, qui est un pipe de à peu près de 100 km pour transporter de l'hydrogène. Et ensuite, donc une fois qu'on travaille sur ces projets, bien sûr, au niveau des bassins industriels, on prépare également la connexion progressive de ces infrastructures entre les différents bassins et avec les stockages pour pouvoir permettre à terme un transit européen. Et ça, c'est le projet Barmar que vous voyez entre l'Espagne et Fos, et Hyphen entre Fos et puis l'Allemagne. Là, on a lancé l'étude de faisabilité du projet Barmar avec nos différents partenaires. Et notamment, on est en train de lancer, vous voyez que c'est un pipe offshore hein, qui va relier l'Espagne à la France. Et on est en train de réaliser en ce moment les premières études de faisabilité. Donc, on voit qu'il y a une vraie dynamique sur ces projets à hydrogène. Et ce qui est important pour GRT Gaz en tous les cas, et bien sûr pour ses partenaires, hein, c'est que les projets transfrontaliers que vous voyez sur la carte ici ont tous reçu le statut de projet d'intérêt commun par la Commission européenne. C'est-à-dire que bien sûr, ils vont être financés par les industriels et les partenaires, mais nous allons pouvoir aussi bénéficier de subventions de la communauté européenne. Enfin, et pour finir sur ce panorama, on l'a dit, hein, le troisième levier qui est important, ce sont les projets de transport donc, de CO2 industriel. Alors, les CO2 fatals, le CO2 donc, industriel résiduel, c'est-à-dire qu'on est obligé, qui est produit et qu'on ne peut pas éviter, en vue de sa réutilisation ou de son stockage géologique. Alors, ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a une première stratégie française donc, sur le CCUS. Alors, vous devez connaître le terme, mais c'est Carbon Capture, Utilisation and Storage. Donc, c'est-à-dire, c'est capture du carbone, utilisation et stockage. Soulignant la nécessité de développer des infrastructures de transport ouvertes aux émetteurs dans les bassins prioritaires. Au niveau européen, on a aussi une reconnaissance du rôle essentiel de ces infrastructures dans la réalisation des objectifs climatiques européens de long terme pour gérer le carbone industriel. GRT Gaz, donc lui, est engagé sur des études dans 2 bassins émetteurs qui ont été identifiés par l'État. Le premier, c'est Dunkerque, donc ce n'est pas la carte que vous voyez ici, hein, qui permet notamment de lancer un premier appel à manifestation d'intérêt sur cette zone de Dunkerque, afin de démontrer l'intérêt du marché. Et donc, suite à cette manifestation d'intérêt, on a lancé une étude de faisabilité d'un projet de réseau pour récupérer le CO2 de la zone industrielle qui s'appelle Décarbo, qui est cofinancé par les industriels et qui est cofinancé par l'ADEME. Côté, là, c'est la petite carte que vous avez sur le slide. Hein, côté ouest, cette fois-ci, on a lancé le projet GoCO2 avec beaucoup de partenaires, de façon à pouvoir connecter les émissions résiduelles aussi des industriels à des fins d'utilisation du CO2 ou d'exportation vers des stockages géologiques par voie maritime. Et vous voyez que sur ce projet, l'intérêt, c'est de pouvoir connecter finalement cette canalisation vers le port de Saint-Nazaire et du terminal méthanier également de Montoire, afin de pouvoir exporter le CO2 vers les stockages géologiques par voie maritime. Donc là, pareil, on est en partenariat, vous voyez, sur ce projet avec énormément de partenaires industriels et aussi avec aussi des collectivités, hein, notamment le port de Saint-Nazaire qui est un acteur majeur et puis bien sûr la collectivité des Pays de Loire. Et ce qu'on peut dire, c'est que Décarbo et GoCO2 ont également été retenus donc par la Commission européenne avec le statut de projet d'intérêt commun. Donc voilà ce que je pouvais vous dire sur ce panorama 2023, en tous les cas sur la synthèse du bilan gaz et en tous les cas du développement des gaz renouvelables. Peut-être pour conclure, donc en 5 mois, pour vous dire les points essentiels sur le mois de ce bilan gaz. Ce qu'on peut noter, c'est qu'en 2023, donc, la consommation de gaz passe en France sous la barre des 400 TWh, ce qui reflète pour nous, en tous les cas, des nouveaux comportements
en matière de sobriété et d'usage également de l'énergie et donc du gaz. L'inversion des flux ouest vers est qu'on avait constaté en 2022 se confirme et la France consolide son rôle clé de point d'entrée du GNL en Europe. Elle représente à peu près 22% des imports européens grâce notamment à ces 5 terminaux méthaniers. La capacité de production des gaz renouvelables atteint aussi 11,8 TWh, ce qui représente un équivalent de 2 EPR et de 7 parcs éoliens offshore. Il y a 6 projets labellisés PCI pour les réseaux d'hydrogène et 2 projets donc, labellisés PCI pour les réseaux de CO2 qui montrent le fort engagement de GRT Gaz pour accompagner la décarbonation de ses clients industriels. Et enfin, l'objectif de production de biométhane qui on l'espère, sera fixé par la stratégie française énergie carbone qui est en cours de consultation. Cet objectif de 44 TWh pourra être atteint selon nous. Et pour ça, on a besoin que les outils réglementaires soient mis en place et qu'on accélère notamment sur les certificats de production de biométhane et les appels à projets pyrogasification et qu'on garde de la constance dans les tarifs d'achat de biométhane. Voilà ce que je pouvais vous dire sur ce bilan de gaz de l'année 2023. Je vous remercie beaucoup de votre attention. Et puis, je vous propose qu'on passe aux questions. Voilà. Ouais. Bonjour. Merci beaucoup Bonjour. pour votre présentation, Juliette Rénal, pour la tribune. J'avais plusieurs questions concernant la consommation de gaz qui passe sous la barre des 400 TWh. Je voulais savoir si c'était déjà arrivé et si oui, ça remonte. À quand est-ce que ça remontait ? Et quelles étaient vos projections du coup pour les années à venir sur cette consommation et quelles questions ça posait du coup en termes de financement du réseau de transport parce qu'on a beaucoup parlé du financement du réseau de distribution au regard de la baisse de la consommation. Est-ce que la question se pose également pour le financement du réseau de transport avec possiblement une baisse du coup de son utilisation ? Et j'avais une dernière question concernant le biométhane. Vous nous avez dit anticiper un creux entre 2024 et 2026. Est-ce que vous pouvez davantage préciser ce creux, le qualifier de quelle ordre de grandeur ? Merci beaucoup. Très bien, merci beaucoup. Alors j'ai précisé, j'avais amené avec moi quelques amis qui pourront peut-être compléter sur des questions très pointues et très techniques, voilà, de manière à vous apporter toutes les réponses que vous souhaitez. Alors peut-être sur la tendance de la baisse de consommation de gaz en France, je l'ai dit, donc on est à une baisse de moins 20% depuis, si on compare 2023 et 2021, donc on est vraiment sur une baisse, une rupture tendancielle importante pour nous, importante en termes d'enseignement, et c'est la première fois, on va dire, depuis les années 90, qu'on descend sous la barre des 400 TWh. Voilà, donc c'est quand même un élément important qui démontre qu'il y a eu une vraie évolution de la consommation de gaz et d'énergie en France. Sur l'évolution à court terme, moyen terme peut-être de cette projection. Alors ce qu'on peut dire, c'est que, alors évidemment, j'ai pas de boule de cristal, c'est difficile parce que tout ça dépend bien évidemment de beaucoup de paramètres, et vous le savez. Néanmoins, on a quand même quelques idées sur la question. Ce qu'on peut dire, c'est que si on regarde finalement la tendance globale finalement liée à ce qui s'est passé ces dernières années et à cette évolution finalement de consommation, on se dit que notamment du côté des industriels, il y a probablement une baisse de la demande qui est devenue structurelle, probablement des activités qui se sont arrêtées, peut-être des installations qui ont changé d'énergie, et on se dit que il y a forcément une part dans cette baisse qui est structurelle, et il y a une part aussi dans cette baisse qui est conjoncturelle et qui est probablement un peu plus difficile à tangibiliser. Mais nous, on se dit, l'un dans l'autre, en tous les cas sur l'année 2024-2025, on devrait être maintenant plutôt sur une tendance stable, on va dire, à court terme, de la consommation de gaz en France, c'est-à-dire qu'on ne pressent pas une dégringolade qui s'accentue encore dans les années à venir. Et puis concernant, vous voyez que la part importante aussi de cette consommation, ça dépend aussi de la production électrique centralisée. Là-dessus, on a besoin de travailler avec RTE pour savoir aussi quels seront les besoins de flexibilité qu'on pourra apporter au système électrique. Et ça, c'est des prévisions qu'on a besoin de faire encore avec RTE.
Sur le, on va dire le plus long terme, bon, vous avez dû voir passer, vous devez connaître très bien les études qui ont été faites par Negawatt et l'ADEME. On voit quand même, en 2050, si on se projette un peu plus loin, on reste quand même sur des proportions de gaz importantes, hein, de l'ordre de 320 TWh, on va dire, dans les scénarios les plus élevés. Donc essentiellement basé sur de la production locale, renouvelable, hein, liée bien sûr à la méthanisation. Et c'est pour ça que c'est si important pour nous de pousser cette filière. Et aussi du développement des procédés de pyrogazéification et de gazéification électrothermale dont je vous ai parlé tout à l'heure. Donc 320 TWh pour le gaz, donc c'est quand même une part significative. Je l'ai dit tout à l'heure, hein, c'est important dans cette projection de 2050 et ce nouveau mix énergétique décarboné que la France va construire, qu'on puisse avoir une diversité des sources d'énergie et qu'on puisse aussi avoir des énergies qui sont complémentaires, hein, notamment le gaz apporte au système électrique cette flexibilité, cette stockabilité dont a besoin aussi le système électrique en cas de tension. Et finalement, voilà, dans les provisions et cette projection de 2050, on voit que le gaz garde quand même une part importante, mais il est décarboné. Et puis dans les autres projections, ce qu'on peut dire aussi, c'est qu'on voit le développement aussi de l'hydrogène. L'hydrogène dans les usages plutôt industriels et puis mobilité lourde. Et ces usages industriels, voilà, dans les études et les projections qui sont faites, c'est entre 100 et 150 TWh d'hydrogène qui seraient consommés à un horizon 2050. Donc voilà un peu sur les projections qu'on peut faire à date, bien sûr, avec les éléments que nous connaissons, bien évidemment, à date, sans tenir compte, bien sûr, des aléas potentiels qui pourraient se passer. Et puis, vous m'avez posé la question après du biométhane, en fait. Ah, pardon. Ah oui, le financement. Alors, sur le tarif, c'est vrai que donc, toutes ces projections qu'on a évoquées aujourd'hui avec vous, bien évidemment, on les partage avec notre régulateur. Hein, et dans l'équation finalement de notre tarif, c'est un élément qui est pris en compte. Vous savez, définir un tarif, c'est quelque chose de très technique. Hein, la CRE, voilà, et nous travaillons d'un commun accord pour essayer d'intégrer tous les paramètres finalement de ce tarif. Donc, ces paramètres, c'est l'adaptation du réseau au gaz renouvelable, c'est bien sûr les évolutions de la maintenance, la baisse des consommations, l'évolution des taux d'intérêt aussi, c'est forcément des sujets importants. Et finalement, l'équation permet de nous donner un tarif qui va financer GRTgaz sur les 4 ans à venir. Je l'ai dit, sur les 4 ans à venir, en tous les cas en termes de baisse de souscription, voilà, on pense qu'il y aura une certaine stabilité et qu'on n'est pas encore sur une très forte décroissance du gaz. Voilà ce qui a été pris en compte dans le tarif. Ce qu'on peut dire aussi, c'est que nous avons mené une étude avec la CRE en 2000, et Philippe, tu me diras en 2022, au printemps 2023, voilà, qui démontre que même si, je l'ai dit tout à l'heure, on se projette en 2050 avec à peu près 320 TWh de gaz, cette étude a démontré que il y aurait très peu le réseau de GRTgaz et les installations gazières sont nécessaires au bon fonctionnement du système gazier, même en se projetant en 2050, parce qu'on a besoin de flexibilité intrajournalière, on a besoin de pouvoir échanger le gaz en fonction des zones géographiques et en fonction des zones de production. Et puis on a aussi cette obligation d'importer, enfin cet export aussi de gaz vers les pays transfrontaliers. Donc en tous les cas, dans les prévisions et les projections qui sont faites, voilà, on a besoin des infrastructures gazières à peu près au même niveau que ce qu'on a aujourd'hui, si ce n'est peut-être les artères qui sont doublées, sur lesquelles on imagine de pouvoir utiliser ces artères pour transporter d'autres gaz renouvelables, comme par exemple de l'hydrogène. Voilà. Oui. Oui. Alors sur le creux de biométhane, alors donc vous avez vu que donc les projets de biométhane sont très sensibles finalement au tarif d'achat, hein, et donc on a observé effectivement suite à la décision du gouvernement de modifier le tarif d'achat donc en 2020, on a observé qu'il y avait moins de projets donc biométhane qui rentraient dans le pipe, et comme ces projets de biométhane ça prend plusieurs années avant d'arriver à la mise en service, hein, il faut faire les autorisations, il faut gérer l'activité sociale.
initial. Après, il faut construire l'installation. Donc, ça prend plusieurs années. Donc, le fait qu'il y avait moins de projets qui sont rentrés entre 2020 et 2022 fait qu'on aura un creux de mise en service entre 2024 et 2026. Et comme là, on a eu une nouvelle augmentation du tarif en février 2023 et que de nouveau les projets rentrent dans le pipe, donc il y aura ensuite de nouveau une accélération de la production de biométhane qui nous permettra d'atteindre les 44 TWh qui est la cible qu'on s'est fixée en 2030. Je vais poser une question aussi qui est sur le live, Sandrine. Oui, pardon. Donc c'est Nézim Tandjaoui de Contexte qui demande quelle est la part de destruction de demande dans la baisse de consommation des industriels. Alors là, je pense qu'on n'est pas capable de le dire, en tous les cas avec les chiffres que l'on a. Donc, non, on essaye, vous avez vu, on a essayé de faire des hypothèses. On a 3 paramètres qui pour nous peuvent expliquer en tous les cas la baisse de la consommation industrielle. Mais ça dépend beaucoup des secteurs et à date, je ne suis pas en capacité de pouvoir vous donner cette information. Attends, excuse-moi. Bonjour. Est-ce que vous pourriez donner le taux d'utilisation des terminaux méthaniers et en particulier, qui nous intéresse beaucoup, celui le terminal flottant de Total Energy au Havre, pardon, ouais. En faisant une projection annuelle, quel est son taux d'utilisation, s'il vous plaît ? Alors, du coup, déjà au global, pour les terminaux méthaniers, qui ne sont pas les terminaux flottants, qui sont les terminaux, en tous les cas, côté Montoire et Fosse et Fosse-Cavaou et Tonkin. Donc, la disponibilité est à peu près de 75% de disponibilité pour l'année de 2023. 75% de taux d'utilisation, merci, dans la capacité de regazéification. Merci beaucoup. Voilà, donc concernant le terminal, donc le FSRU du Havre, j'ai pas beaucoup plus d'informations que ce que je vous ai mis dans le slide, c'est-à-dire on sait que ce terminal il est utilisé, il fonctionne régulièrement, mais voilà, au-delà de vous dire, je vous ai mis dans le slide, on avait eu en tous les cas selon nos informations, 5 TWh de produits sur les 3 mois de mise en service sur l'année 2023. J'ai pas beaucoup plus d'informations que ça. Vous savez, nous, on est transporteur de gaz et on n'est pas expéditeur. Et c'est vrai qu'il faudrait poser la question, notamment à Total Energy, qui devrait avoir ces éléments-là. En tous les cas, ce qu'on peut dire, en tous les cas, sur ce FSRU du Havre, c'est que le principe de ce terminal, il a été décidé pour pouvoir donner de la flexibilité au système gazier, notamment lors des pointes de froid. Donc, c'est vrai qu'on n'en a pas eu cette année, mais en tous les cas, c'est important qu'on ait, en termes d'installation et d'infrastructures gazières, des installations qui nous donnent de la souplesse. On en a perdu avec l'arrêt de l'import du gaz russe, donc c'était important de pouvoir se redonner de la souplesse avec ces terminals flottants. Et c'est ce que permet notamment ce FSRU. Il permet de limiter la sollicitation des stockages. Il permet également de pouvoir, en tout cas quand le réseau est en tension, et ça peut arriver en hiver, de pouvoir alléger aussi la tension sud-nord, parce que justement il est positionné au nord. Et puis ça nous permet aussi de pouvoir exporter aussi du gaz dans les autres pays européens. Voilà, donc voilà, pour nous en tous les cas, ce FSRU, il a une utilité dans la flexibilité qu'il donne au système gazier. Bonjour, juste Elsa Mabaron, Figaro Économie. Une petite question. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur la chaudière choc, s'il vous plaît ? La chaudière choc. Alors là, je vais peut-être demander à un ami. Je ne sais pas s'il y a un ami aujourd'hui dans la salle qui veut dire la chaudière. Je sais que c'est un projet avec plusieurs partenaires industriels qui permet de réduire les émissions évitées. Je crois que voilà. Merci Anthony. Et bonjour, Anthony Mazinga, directeur du développement de GRT Gaz. Donc la chaudière choc, c'est une chaudière zéro carbone. Alors elle n'est pas totalement zéro carbone, mais on va dire qu'elle permettra de réduire très significativement les émissions de CO2 des secteurs industriels concernés par ce type d'équipement. Elle vise déjà à faire de l'efficacité énergétique sur la chaudière elle-même et d'avoir une très haute performance énergétique, et ensuite d'avoir un CO2 suffisamment concentré pour pouvoir ensuite être capté et être éventuellement stocké si effectivement l'installation se situe à proximité d'un réseau comme Sandrine l'évoquait. Donc c'est vraiment
un groupement d'industriels, à la fois des équipementiers qui produiront ces équipements, à la fois des utilisateurs, et puis nous, GRT Gaz, qui accompagnons l'ensemble de cette solution. Voilà, c'est des solutions très très concrètes pour répondre aux problématiques qu'ont les industries aujourd'hui, non seulement d'être compétitifs, mais aussi de se décarboner. Et ce sont notamment des industries qui sont soumises au quota carbone, hein, au quota ETS, et donc qui ont évidemment sont très en recherche de ce type de solution. Merci Anthony. Bonjour, Isabelle Bonjour. Anne de Libération. Moi, je voulais savoir, dans vos projets hydrogène, il est produit comment? Il vient d'où l'hydrogène? Et ensuite, il me semblait qu'il y avait des questions de technologie sur l'adaptation des pipes, notamment pour le transport longue distance de l'hydrogène. Là, vous nous parlez de plusieurs centaines de kilomètres de transport. Voilà, je voulais savoir où on en était sur ce sujet. Ok. Bon, je vais laisser Anthony, du coup, qui est le spécialiste du sujet. Vas-y, Anthony, allez. Tu sais aussi bien que moi, mais allons-y. Alors, comment l'hydrogène est produit? Alors déjà, nous, on est vraiment dans le domaine de l'hydrogène, dans notre rôle de transporteur, et donc on raccorde effectivement l'ensemble des producteurs d'hydrogène. Donc aujourd'hui, effectivement, la dynamique, elle est essentiellement sur l'électrolyse pour produire de l'hydrogène bas carbone ou de l'hydrogène renouvelable. On a vu dans la stratégie française hydrogène apparaître l'hydrogène naturel, donc un hydrogène natif qui se forme dans les formations géologiques, et on voit un certain nombre d'acteurs demander des permis d'exploration autour de cet hydrogène natif. On n'a pas aujourd'hui de demande de raccordement de ces productions à nos réseaux, mais ça pourrait venir à l'avenir. On voit avec intérêt se développer des technologies de pyrolyse du méthane qui permettraient de produire de l'hydrogène à partir de méthane, mais sans émission de CO2, puisqu'en réalité on produirait du carbone pur. Toutes ces technologies-là, et puis il faut citer aussi les technologies les plus traditionnelles de réformage du méthane notamment, qui font aujourd'hui l'essentiel de la production et qui pourraient, en étant associés à du captage de CO2, devenir effectivement également bas carbone et potentiellement se raccorder à nos réseaux. Nous, notre vocation, c'est vraiment effectivement de raccorder l'ensemble de ces producteurs à l'ensemble des consommateurs qui peuvent se trouver dans une zone. Et on constate effectivement des dynamiques importantes que Sandrine évoquait sur les différents bassins, et puis évidemment également sur nos grands projets en Europe. D'un point de vue technique, moi je rappelle toujours que l'hydrogène aujourd'hui on le produit, on le transporte depuis des dizaines d'années. C'est un gaz aujourd'hui utilisé comme produit chimique dans certaines industries. Ça n'est pas encore une énergie, et c'est ça la nouveauté, et c'est vers ça qu'on se projette nous. Mais je dirais qu'il n'y a rien qui n'est pas mature en matière de transport d'hydrogène. Aujourd'hui, on utilise dans les canalisations d'hydrogène notamment des nuances d'acier qui sont tout à fait similaires aux nuances d'acier qu'on utilise dans le transport du gaz. Donc en termes de construction de réseaux neufs, je dirais aucun sujet. En termes de conversion de réseau, parce que pour nous, effectivement, c'est un sujet intéressant. Sandrine évoquait le cas des canalisations dédoublées de notre réseau de transport national, qui pourrait à terme voir une des deux canalisations être libérée par le marché du gaz et pouvoir être utilisée par le marché de l'hydrogène. Là, je dirais notre R&D est surtout pour optimiser cette conversion, puisque quand on va faire la conversion, on va devoir adapter les conditions d'exploitation. Notamment, on est amené en général à réduire la pression. Et quand on réduit la pression, on réduit la capacité de transit, donc l'intérêt de la canalisation pour le marché. Donc on cherche plutôt à éviter ces réductions, ou en tout cas à aller chercher effectivement des optimisations. C'est ça qui nous intéresse. Mais sachez qu'une conversion, aujourd'hui, c'est quelque chose là aussi qu'on maîtrise et qu'on va mettre en œuvre très prochainement avec le projet Mosaïque. Ça consiste à garder la canalisation en l'état. La canalisation, elle est vraiment préservée exactement en l'état. On va simplement adapter son régime d'exploitation, et on va en revanche changer les équipements, changer les vannes, changer les compteurs, parce que les vannes et les compteurs gaz ne sont pas compatibles à l'hydrogène. Donc là, on va complètement les remettre à neuf. Donc c'est vraiment quelque chose sur lequel aujourd'hui on est très avancé, et on va, dans le cadre de Mosaïque, demander notre première demande d'autorisation formelle, de façon à pouvoir ensuite réaliser cette conversion Mosaïque pour mettre en service le pipe en 2027. Et évidemment, on n'a pas attendu le dépôt formel de la demande pour nous engager auprès des autorités, de la DGPR, de l'ADREAL, pour venir leur rapporter tous les éléments nécessaires pour qu'ils puissent confirmer cette conversion. Et ça n'est pas que des études papier sur le pipe Mosaïque. On est allé faire des fouilles, on est allé faire des prélèvements dans nos métaux, dans les soudures. On les a testés en hydrogène pour démontrer que tout ça, effectivement, fonctionnait parfaitement et qu'il n'y aurait
aucun sujet de sécurité lors de cette conversion et de l'exploitation future de ces réseaux en hydrogène. Autre question? Bonjour, Ristalbo, Argos Media. Vous avez parlé tout à l'heure de la bidirectionnalité au point d'interconnexion. Oui. Il y a GRT Gas Deutschland qui nous dit qu'il pourrait y avoir des problèmes pour continuer des exportations de la France vers l'Allemagne dès avril, parce qu'il y a les bases juridiques qui vont ne plus exister en Allemagne. Est-ce que c'est un sujet que vous connaissez, que vous pouvez dire un petit mot là-dessus? Il ne pourrait plus y avoir de transport vers l'Allemagne pour une question juridique, c'est ça, votre question? C'est ça, oui. Du coup, je ne sais pas si... Pierre Cotin. Bonjour, je suis Pierre Cotin, directeur client et optimisation du réseau, donc responsable du dispatching, entre autres, et des négociations, des accords d'interconnexion avec les transporteurs voisins. Vers l'Allemagne, on a des sujets de qualité gaz qui ne sont pas les mêmes d'un côté et de l'autre de la frontière qui se posent. On a deux éléments de qualité qui sont à renégocier à chaque fois qu'on prolonge un accord d'interconnexion. Il s'agit du taux de soufre du gaz que l'on transporte, en particulier du fait qu'on ait une odorisation centralisée en France et une odorisation décentralisée en Allemagne. On a vu qu'en cas de besoin, nos voisins allemands savaient s'adapter à du gaz odorisé et l'envoyer dans des zones dans lesquelles ça ne pose pas de problème. Ils ont vu que c'était faisable en cas d'urgence et c'est faisable aussi en cas de besoin économique, puisque ça marche de la même façon, donc j'ai assez confiance là-dessus. On a aussi un sujet de taux d'oxygène, qui est un sujet un peu nouveau dans le gaz naturel. On en trouve dans certains approvisionnements, comme le biométhane ou certains GNL. C'est un composé qu'on n'avait pas l'habitude de voir dans le gaz naturel et qui inquiète. Jusqu'ici, on a trouvé des accords de semestre en semestre avec nos voisins allemands et je pense qu'on va continuer à le faire. Merci beaucoup. Autre question? Bonjour. Bonjour. Sur l'interconnexion avec l'Espagne, elle s'est inversée depuis quelques années. Comment est-ce que vous voyez ça pour l'avenir? Est-ce qu'avec les arrivées de GNL en Espagne, on va continuer à avoir un solde importateur net? Comment vous voyez ça, s'il vous plaît? Alors là, pareil, je vais demander à Pierre peut-être la vision. Je ne sais pas si il y a une vision précise. Alors ça dépend beaucoup du marché mondial. On n'a pas de vision particulière sur la façon dont les fournisseurs de gaz pour la France préféreront utiliser directement les terminaux français ou passer par l'Espagne. Donc c'est des questions d'opportunité en fonction de la provenance du GNL, de la disponibilité des terminaux méthaniers, des tarifs de regasification et de transport. Mais ce qu'on peut dire, c'est que l'interconnexion de la France vers l'Espagne s'est transformée effectivement en interconnexion de l'Espagne vers la France au moment où on a eu besoin d'inverser les flux, surtout en 2022, pour accueillir plus de GNL pour compenser les baisses d'approvisionnement en gaz russe. Ça a bien marché. Cette année, on a eu une frontière qui a été utilisée comme point d'ajustement par les opérateurs. En ce moment, on est à quelques dizaines de gigawattheures par jour, dans un sens ou dans l'autre. Et donc, elle a en ce moment une autre fonction. C'est la fonction d'ajustement du bilan des opérateurs qui achètent beaucoup de GNL. Qu'est-ce que ça va devenir dans l'avenir? Ça dépendra des grands mouvements sur le marché gazier. Est-ce qu'on aura des besoins supplémentaires de GNL beaucoup plus importants, auquel cas il faudra réutiliser l'Espagne? Est-ce qu'on continuera sur une tendance comme on a en ce moment, auquel cas ça continuera à servir
de frontières d'ajustement. Merci. Bonjour, Nicolas Rolline des Échos. Bonjour. Une petite question, je reviens sur la consommation. Vous avez donc fait un bilan sur l'année 2023. Est-ce que vous avez vu une différence, notamment en fin d'année avec la baisse des prix et éventuellement aussi en ce début d'année 2024, maintenant que les prix sont revenus vraiment sur une tendance baissière? Est-ce que vous avez constaté éventuellement une hausse de l'activité? Et est-ce que vous parliez de stabilisation, est-ce que vous intégrez aussi ce paramètre dedans? Oui, alors du coup, non, j'ai pas les données sur 2024. Je sais pas si Philippe a des tendances. Non, j'ai pas les données sur 2024. Et après, je pense que c'est difficile d'aller beaucoup plus dans le détail sur les pratiques, enfin, dire les pratiques ou les habitudes de consommation de gaz. Je pense que voilà, l'analyse qu'on a faite me semble être voilà les éléments qu'on peut vous donner. Aller plus loin, ça me semble quand même assez compliqué sur l'évolution de la conso. Ce qu'on peut dire par contre par rapport à 2023, l'année 2023, c'est que quand même les prix du gaz étaient revenus quand même à un niveau d'avant-guerre en Ukraine. Donc l'effet prix, en tous les cas, n'était pas ou moins en tous les cas un effet on va dire qui a provoqué la baisse de la consommation en France. Ce qui nous fait dire aussi, ce qui est écrit ici, c'est qu'il y a pour nous un changement quand même de comportement des consommateurs, voilà, qui ont pris conscience de l'importance de rationaliser l'énergie, voilà. Donc et c'est des choses qui vous dire est-ce que ça va durer, est-ce que vous voyez, est-ce que ces mesures, cette rationalisation, est-ce que ça va s'inscrire dans la durée, ou alors est-ce qu'au bout d'un moment voilà, les consommateurs voudront revenir en arrière, je ne sais pas. Pour les industries, c'est pareil, on l'a dit tout à l'heure, c'est quand même assez difficile de dire, mais bon, on reste vigilant et on va suivre bien sûr les courbes et les tendances bien sûr au niveau de GRTgaz. Je ne sais pas si vous voulez compléter sur la vision. Bonjour, oui, Claire bonjour. Ricardi, Europe Énergie. Vous avez indiqué tout à l'heure que vous commencez à voir un peu de substitution du gaz par l'électricité. Oui, pour les industriels. Voilà, pour les industriels. Quand est-ce que vous pensez qu'il va y avoir une inflexion plus nette? Où est-ce que vous la placez dans le temps? Enfin, on se pose un peu la question. C'est vrai, RTE avait fait sa présentation, il était, je pense, un peu... oui, on se demandait quand est-ce que ça. Enfin, on nous le promet depuis. Enfin, on nous le dit depuis un moment, et en fait, quand est-ce que l'inflexion va se faire? C'est un peu la question. Merci. Ouais. Alors du coup, là, c'est vrai que je pense qu'il y a eu quelques conversions donc de process probablement à d'autres énergies parce que c'était aussi la crise ukrainienne et qu'il fallait répondre à la contrainte qui était voilà, une baisse d'approvisionnement. Donc voilà, donc il y a des conversions qui sont faites, mais pareil, c'est quand même assez difficile, vous voyez, à l'estimer. Nous, c'est notre interprétation. Maintenant, notamment dans les campagnes d'accompagnement de nos industriels, on voit bien que voilà, le gaz naturel est probablement une énergie de transition. On va aller demain vers probablement des process qui utiliseront plus d'électricité, plus aussi de biométhane. Nous, c'est notre souhait. Bien sûr, de l'hydrogène, vous l'avez vu, puis on ira aussi capter le CO2. Vous dire quand il y aura l'inflexion, franchement, pour moi, c'est difficile. Je ne peux pas le dire. En tous les cas, nous, notre travail, en tous les cas, en tant que GRTgaz, c'est de permettre le développement aussi de ces nouvelles filières pour faire en sorte que quand les industriels en auront besoin, les infrastructures, elles soient là pour pouvoir aider au développement et œuvrer bien sûr pour notre objectif commun qui est à la fois de décarboner l'énergie et de maintenir aussi les industriels dans les territoires. Voilà. Mais je peux difficilement dire plus en tous les cas à ce stade. J'ai une question de Nezim Tandjaoui de Contexte. Est-ce que les grands objectifs de la politique énergétique devraient être débattus dans le cadre d'un projet de loi ? C'est une bonne question. Je pense pas que ça soit, je pense pas que ça soit à GRTgaz de répondre sur ces sujets-là. D'autres questions dans la salle ? Eh bien, écoutez, je vous propose voilà, qu'on arrête ici pour cette conférence de presse. Merci en tous les cas de votre écoute. Merci de vos questions. Merci à mes amis, à mes collègues voilà, pour la qualité de leurs réponses. Et puis, rendez-vous l'année prochaine pour ce bilan gaz. Et voilà, merci à tous. On va aller voir un petit café voilà, pour ceux qui sont là. Merci bien.